Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal du soir sur BB24. Le marché du livre de jeunesse est-il toujours d'actualité au Bénin? C'est la question de la rédaction de BB24 à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. À suivre la réponse. Ils sont censés faciliter la conduite automobile, mais quand ils ne sont pas absents, les rétroviseurs ne servent pas pour la plupart du temps à leur fonction. Ils sont à la limite de simples gadgets. Dans le Mississippi, aux États-Unis, la Maison Rose pratique encore des avortements dans cette région pourtant très conservatrice. Le livre et le droit d'auteur étaient hier 23 avril à l'honneur. De par le monde, l'événement est célébré pour reconnaître la valeur des œuvres littéraires. À l'occasion, BB24 s'est intéressé au marché de la littérature de jeunesse. Nous avons donné la parole à quelques acteurs de la chaîne du livre. La substance dans ce reportage d'Anthony Alaka et Herman Rodrigue Amégan. Dans cette panoplie d'ouvrages, ici dans les rayons de la bibliothèque de l'université d'Abomey-Calavi, précieux, jeune étudiant, fait son choix. J'aime bien les ouvrages de jeunesse, surtout les romans policiers où c'est pas souvent facile de retrouver le méchant parmi les bons. Les œuvres de jeunesse, des écrits adressés à une cible toute particulière. La littérature de jeunesse est d'abord conçue comme l'ensemble des œuvres écrites de portée esthétique et didactique qui s'adressent principalement aux enfants âgés de 0 globalement à 18 ans, mais on va un peu au-delà et on s'arrête souvent à 25 ans. Il s'agit d'aider le public ciblé, notamment les enfants, les adolescents et les jeunes, à grandir socialement, à grandir culturellement. Dans les librairies formelles, ou celles communément appelées parterres, il y a assez souvent ces livres. 35 ans que Symphorien expose ses ouvrages à la vente, on y retrouve un peu de tout à coût réduit. De ce fait, son commerce est florissant. Les jeunes lisent beaucoup, ils achètent beaucoup de livres, précisément les garçons. Il y a les filles qui n'achètent rien que les harlequins et consorts. Pour les petits-enfants, surtout les vacances, nous sortons les livres des petits-enfants et les parents viennent acheter. Joël, lui, est illustrateur-dessinateur. Il collabore avec des écrivains qui publient des ouvrages pour enfants comme les bandes dessinées. Sa perception du marché de la littérature de jeunesse au Bénin est tout autre. Il fut un moment où la littérature, en général, les ouvrages illustrés plaisaient aux jeunes. En tout cas, du moins plus qu'aujourd'hui, parce que l'arrivée de l'Internet et tout ce qui va avec fait qu'aujourd'hui, la bande dessinée, les livres pour enfants n'ont plus vraiment leur place dans la société. Plusieurs initiatives sont mises en œuvre pour faire la promotion du livre et surtout des œuvres d'enfance-jeunesse. Mais en réalité, il faut un travail en amont. Je crois que là, il y a toute une politique commerciale qu'il faut mener. Parce que quelqu'un qui écrit un livre, il faut que le public sache qu'il y a un livre qui a été publié. Il faut que le public puisse avoir facilement accès à ce livre-là. Donc, toute une politique éditoriale, toute une politique de diffusion, toute une politique de promotion de ces ouvrages qu'il faut mettre en place. Ce qui est évident, le Bénin regorge d'écrivains dont l'écho de la renommée résonne bien au-delà des frontières. Reste à trouver l'alchimie unique qui fera réintégrer le livre dans les habitudes et faire fleurir un marché qui attend de l'être. C'est un dispositif présent sur certains véhicules permettant aux conducteurs d'observer l'arrière sans se retourner. Les rétroviseurs s'avèrent importants et utiles dans la conduite automobile. Quand ils ne sont pas absents, c'est qu'ils ne sont pas utilisés aux fins qui leur sont dévolues. Mais les automobilistes accordent sur son importance. Axel Dancy, Igor Ayossor, Marcel Arrossi.
c'est endommagé par quelqu'un ou bien par accident, vous êtes obligé de changer ça rapidement. De quoi parle Gilbert Huessin? Des rétroviseurs. Des rétroviseurs hors d'état d'usage, cela se constate fréquemment dans la circulation. Moi, ma moto qui a un rétroviseur, le rétroviseur est absent, c'est que j'ai eu un accident avant-hier. Le rétroviseur côté droit là, ce n'est pas important pour moi. Sinon, le côté gauche là, c'est très important pour ceux à droite là. On ne peut pas conduire une moto sans des rétroviseurs. C'est inacceptable. Les rétroviseurs sont tellement importants que moi je ne peux plus conduire sans rétroviseur. La négligence des rétroviseurs n'est pas sans conséquences. Souvent, il y a de graves accidents dans les feux tricolores parce que les gens veulent passer forcément le feu jaune et le motocycliste n'a pas eu le temps d'analyser son comportement parce qu'il n'a pas eu le temps de retourner sa tête vers l'arrière. Et tout ça là, c'est les rétroviseurs qui devaient les aider à franchir ces étapes-là. Donc il court beaucoup de risques lorsqu'il ne règle pas bien les rétroviseurs en circulation, que ce soit en voiture ou à moto. De forme spirale ou rectangulaire, ce dispositif permet aux usagers de la route d'observer son environnement sans pour autant se tourner la tête. Mieux, les spécialistes mettent un accent particulier sur cet outil et pour finir, préviennent. Quand tu rentres dans la voiture, tu règles le rétroviseur, la manière dont il faut le régler et ça sert à quoi, quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Donc tout ça là, on enseigne ça aux étudiants. Lorsque vous n'avez pas de rétroviseur au niveau de votre véhicule ou sur votre moto, vous êtes en infraction et vous devez être sanctionné par les forces de l'ordre. Et parfois, même si vous l'avez et que vous ne le réglez pas correctement, quand on remarque que votre rétroviseur regarde en haut ou bien que ça regarde en bas, surtout au niveau des motos, et on peut vous interpeller, vous ramener à l'ordre et parfois on peut vous sanctionner à cause de ça. Dispositif apparemment banal, mais les spécialistes insistent sur son importance. Pourtant, la réalité sur son usage reste mitigée. Pratiqué depuis plusieurs millénaires pour des raisons culturelles ou religieuses, le tatouage est de plus en plus considéré aujourd'hui comme effet de mode. Au Bénin, la pratique gagne du terrain et suscite beaucoup d'intérêt. Anthony Alaka et Jennifer Sativi. Ordinateur, stylo, encre, en plus d'une machine à tatouer. Voilà le matériel dont se sert Batolo pour faire du tatouage. Un métier qu'il exerce depuis une dizaine d'années. Comme bon nombre de ses pairs, il s'est auto-formé. Il y a un gars qui est venu faire le tatouage dans mon studio un jour, dont je lui ai demandé comment ça se passe. Il m'a expliqué, bon, bref. Et le jour automatiquement, j'ai commencé à tatouer aussi. Automatiquement, quand il est parti, j'ai fabriqué une machine. Le jour là, je me suis tatoué. Voilà mon premier tatouage que j'ai fait. Après, j'ai commencé à tatouer les gens. Après, je me suis entraîné aussi sur le net. Ce que les Blancs font, je le suis chaque fois. Je ne me connecte pas l'Internet et puis je le suis chaque fois. Première étape, la reproduction au stylo du dessin voulu qui précède le tatouage à la machine. Le choix des images varie en fonction de plusieurs critères et d'un individu à un autre. Il y a des gens qui amènent le dessin. Il y a des gens qui disent, bon, fais-moi un choix. Bon, j'ai fait Tête de Lion, j'ai fait Che Guevara. Bon, Che Guevara, c'est mon idole. J'ai fait un petit papillon aussi. C'est lion, et moi aussi c'est lion. Et le soleil que j'ai fait sur la peau, et vous voyez dans cette vie sans le soleil, l'homme ne peut rien. Donc, le dernier tatouage que je viens de faire maintenant, c'est ma maman. C'est ma chère maman et je l'aime beaucoup. Je l'aime et si je meurs, je vais aller montrer ça à Dieu, comment j'aime ma maman. Pour ceux qui l'ont adopté, le tatouage est avant tout une forme d'expression. Le tatouage est fait pour les émotions. C'est ce que tu as dans le cœur et tu veux parler et tu ne peux pas parler. C'est le silence du corps, en fait. En Occident, ça ne leur dit rien. Quand tu fais un tatouage, c'est que tu as une émotion ou bien tu as quelque chose qui t'a frappé et tu as fait un tatou. Mais vu au Bénin, quand tu fais les tatouages, on te traite de délinquant, tout ça. Même s'il est parfois occasionnel, le tatouage peut être une activité génératrice de revenus pour ceux qui la pratiquent. Mon prix bas, c'est à partir de 30 000. Par semaine, au moins, si je ne gagne pas trop, au moins, je gagne au moins 200 000 par semaine, si je ne gagne pas. Mais si je gagne normalement, je peux gagner au moins 500 à 800 000. J'ai même des élèves, j'ai au moins 4 élèves que je les ai appris comment ça se passe.
Initialement pratiqué par les néo-chrétiens de la Rome antique pour marquer leur dévotion, le tatouage est une pratique qui date de plus de 4000 ans. En Afrique, les premiers à s'y adonner étaient les Égyptiens qui s'en servaient comme marque d'identification. Aux États-Unis, dans le Mississippi, la Maison Rose est la dernière clinique à pratiquer l'avortement. Dans cette région religieuse et conservatrice, cette clinique œuvre pour l'accès à l'interruption volontaire de la grossesse malgré les nombreuses difficultés. Reportage. À Jackson, dans le Mississippi, on l'appelle la Maison Rose. C'est la dernière clinique de l'État à pratiquer des avortements. Devant, ces militants anti-IVG ont bien l'intention de convaincre les patientes de renoncer à leur choix. Je pense que ce qui se passe ici est mal, parce qu'un bébé est un bébé dès sa conception. Notre Père le dit dans le texte. Avant qu'il ne les forme dans le ventre, il les connaissait, avant même leur naissance. Des bénévoles escortent les patientes pour éviter les militants trop insistants. La musique masque les voix des activistes qui parlent aux patientes depuis la rue. Venez avec moi, je vous emmènerai au centre pour les choix de grossesse. Ils ont de belles options pour la vie. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Ils les incitent ouvertement à aller dans ce centre anti-avortement, judicieusement installé sur le trottoir d'en face. La clinique pratique environ 200 avortements par mois. Ils n'ont lieu que 2 jours et demi par semaine car il faut faire venir des médecins d'autres États. Face au harcèlement, aucun médecin local n'accepte de les pratiquer. Le Mississippi, extrêmement religieux, accumule les restrictions pour rendre l'accès à l'avortement quasi impossible. Au-delà des contraintes physiques qu'elles doivent surmonter, elles doivent aussi faire face aux contraintes émotionnelles que ces personnes, cet État et leur religion leur imposent. Dans l'État le plus pauvre des États-Unis, il n'est pas toujours évident de faire le voyage pour les 2 rendez-vous médicaux, ni de débourser les $600 nécessaires. Ce qui se passe quand vous rendez l'avortement inaccessible ou que vous mettez tellement de restrictions, c'est que vous impactez ces femmes de manière disproportionnée. Les femmes aux bas revenus n'ont pas l'opportunité de manquer le travail pour pouvoir avorter. Comme le Mississippi, 6 autres États américains n'ont plus qu'un seul lieu d'accès à l'avortement. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.